Apéro preview Lakers Warriors. 4 previews, 4 demi de conf. Tout à fait. 2 à l'est, 2 à l'ouest. C'est la dernière qui nous manquait. On y est. Après la dernière demi de conf. Hein. Tout à fait. Compris. On avait mis un point d'interrogation 4 previews en temps de jour. On y est, nous y sommes. Vous y êtes, ils y sont. Nous sommes le mardi 2 mai, si je dis pas de conneries, parce qu'avec tout le rythme de fou furieux qu'on se tape, on ne sait plus quel jour on est, quel mois on est. Nous sommes le mardi 2 mai et ce soir, mesdames et messieurs, les Lakers de Los Angeles vont affronter les Golden State Warriors. Une série entre le 6e et le 7e. Wow. Tu sais que ça, c'est pas tous les 4 matins en demi de conf que t'as le 6e contre le 7e. Hein. Eh oui. On est sur des playoffs à surprise. Et là, à demi-surprise, on va dire. À demi-surprise, genre par exemple, même moi qui suis pas doué en pronostic, j'avais Warriors-Lakers dans mon bracket. Tu vois, c'est une de mes rares... Enfin non, j'avais aussi le Nuggets-Suns. Tout à fait. Je veux dire voilà, les Sixers aussi. Non mais on est bon là-dessus. Celtics Sixers. On est bon là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a quand même des upsets un petit peu en termes de classement. Pas de grosses surprises avec les vétérans qui ont assuré, mais... On est sur une série 6-7, c'est vrai que c'est rarissime. Rarissime de voir ça. On va reparler évidemment du parcours de ces deux équipes. Vous connaissez les previews, on sait que là c'est le bordel. Évidemment dédicace à monsieur David Stern qui aurait rêvé toute sa vie d'avoir une série comme ça. Évidemment RIP au grand patron. Adam Silver qui est en train de jongler avec ses couilles, excusez-moi pour l'expression. Lakers Warriors, Alex, on est quand même sur un truc. On en parlait juste avant là de démarrer le tournage. En termes médiatiques et de hype, ça va? Tu veux quoi d'autre? 2 grosses franchises, 2 gros marchés. Superstar. Il y a des superstars, mais il y a 2 icônes qui s'affrontent. Les 2 en fin de carrière, quand même. Enfin, si tant est qu'ils veuillent bien à un moment donné baisser de niveau. Parce que Steph. Même LeBron, tout à fait, on va en parler. Hein, mais enfin, il y a des choses Steph, c'est pas demain qu'on en parle. Sur LeBron, mais Steph, c'est pas demain qu'on en parle. Non, mais enfin bref, on va en parler de toute façon. Mais voilà, 2 icônes, quoi qu'il arrive. Dans le sens où, depuis qu'ils sont arrivés en NBA, ce sont des stars, des superstars, ils dominent, ils ont 4 titres chacun, LeBron James, Steph Curry, c'est 4 chacun, sauf si je me trompe. Ah, tu es bon. Ils se sont rencontrés une paire de fois en finale, mine de rien. Je crois. Donc là, ils se rencontrent en demi-de-conf parce que c'est la première fois qu'ils se jouent à l'Ouest, en play-off, hein, parce que je sais qu'ils se sont joués au play-in une fois, mais en play-off, c'est la première fois qu'ils se jouent sur une série à l'Ouest. C'est la première fois que LeBron joue les Warriors à l'Ouest sur une série en play-off. Tout à fait. C'est la première fois que les Warriors doivent passer sur le corps d'une équipe de LeBron pour aller en finale de conf, parce que d'habitude, il lui passait sur le corps, mais en finale. Sauf certaines années qui commencent par 20 et finissent par 16. Sauf qu'il y a Gérard avec LeBron, quoi. C'est ça. En gros. Exactement. Tellement de scénarios dans tous les sens. Andrew Wiggins qui retrouve LeBron après le transfert contre Kevin Love il y a quelques années. Oui. Anthony Davis va-t-il surdominer? Énormément de questions et de hype sur cette série. Ça y est, on est prêt. On va respecter le classique. Ça a marché jusqu'ici. On fera la dynamique des 2 équipes. Ensuite, on se penchera évidemment sur le point tactico-technique dans le bureau de Darvin Ham pour les fans des Lakers et de Steve Kerr pour les fans de Golden State. C'est kiff au coaching. Hein. C'est moite-moite. Ça se bat. C'est 51-49, comme on dit dans le jargon, tout à fait. Ensuite, on va sortir les jumelles, Alex. Les jumelles, le Factor X, quel joueur va avoir l'impact le plus déterminant? Il y a plein de joueurs possibles, mais quel joueur, nous, on a envie de suivre? Quelles sont les prestations du gars qui peuvent faire pencher la série dans un sens comme dans l'autre? Qui va attirer le plus notre attention, tout à fait. Et puis après, évidemment, pour celles et ceux qui ont déjà complètement zappé cette intro et sont allés cliquer sur la minute je ne sais combien. Pronostico, l'avenir. On va vous donner le résultat de cette série avant tout le monde. Comme on le fait depuis le début de ces playoffs. Voilà. Qui affrontera les Nuggets et le Heat en finale NBA. Et le Heat en finale NBA. Voilà. Ou les Knicks, à voir. Pour peu que James Harden nous continue ses dingueries, on verra aussi ce qui se passe du côté de Philly. Et Boston, on espère qu'ils vont se réveiller après leur formidable Game 1. Hein, ça aussi, on aura l'occasion. Il va croiser Gabe Vincent, tu vas voir. Ça va moins rigoler. 51-49, pareil. On va faire la dynamique des équipes.
Nous sommes sur cette série de demi-finales entre Golden State et Los Angeles. Le niveau de hype a explosé totalement et donc dynamique des deux équipes. Deux équipes qui n'avaient pas l'avantage du terrain pour leur premier tour de play-off. Ça n'a pas posé de problème. Il y a une équipe qui s'en est sortie en 6, une équipe qui s'en est sortie en 7. Je te propose de donner quand même la parole à ceux qui ont joué le plus récemment. Je crois que Steph a pas été mauvais au Games. T'as vu aussi, les Warriors, très très mauvais Steph. Avant même d'arriver à Steph, les Warriors qui avaient été vraiment bien dégueulasses à l'extérieur tout au long de la régulière ont gagné 2 fois à Sacramento dans la série. En 3 matchs. Au match 5 et au match 7. Ils étaient menés 2-0, ils sont revenus à 2-2. Ils sont allés à Sacramento pour le 5, ils ont gagné. On s'est dit, bon bah, c'est bon. Moi j'étais là, bon bah mon 4-2 il est nickel. Pareil. Les Kings, Malik Monk il a fait hop. Game 7 à Sacramento. Quel match des Kings. Et là, le Game 7. Ouais, non, quel match incroyable au Game 6. Le Game 7, incroyablement maîtrisé de la part des Warriors. On en avait parlé. On avait parlé du côté expérience, du côté ils connaissent déjà ce genre de situation. Les Kings peuvent avoir des. Les Kings n'ont aucun regret réel à avoir sur cette série. Ils peuvent en avoir sur le Game 7. Ah oui, bien sûr. Sur le match, oui, t'as plein de choses à devoir redire. Ouais. Bien sûr. Tu peux, mais après, c'est aussi ça qui fait les équipes qui fait que certaines équipes ont emmagasiné de l'expérience et puis il y a un moment donné où il y a le plus grand shooter de tous les temps qui débarque et qui fait attendez les gars parce qu'en fait j'ai oublié de vous dire, alors il est pour moi, hein, c'est moi. Non, c'était quand même assez incroyable. À voir en direct, c'était assez incroyable. L'autre, il a commencé au calmos, avec des petits flotteurs, des finger rolls. Les finger rolls de Steph Curry, c'est quand même un grand délire. Il passe au-dessus des contres, c'est un truc de malade. Bah moi j'étais devant évidemment avec Simon, on l'a commenté en direct sur Twitch, donc les copains et copines qui étaient là à basculer entre YouTube et Twitch pour diverses raisons, diverses et variées. C'est vrai que commenter un truc comme ça en direct, c'était complètement dingue. Le Steph... C'est ce qui fait que dès le début de cette preview, Alex, on dit qu'on est sur des monstres absolus des icônes qui vont s'affronter parce que tu as ces joueurs qui font la différence dans des Game 7, domicile extérieur, expérience, pas expérience. Steph, on a vu, des articles sont sortis. En sortie de Game 6, ils étaient tellement furieux, ils n'arrivaient pas à pioncer les Warriors. Groupe chat entre Klay Thompson, Draymond Green et Steph. T'arrives à dormir? Moi non. Ok, laissez-moi la parole. Steph arrive dans le vestiaire et le dit, ça sert à rien de monter dans le bus en direction de Sacramento si vous n'avez pas le cœur pour tout défoncer pour votre équipe et non pas pour votre nom. Derrière, on a le plus gros total de points, 50 points dans un Game 7. Plus gros total de points dans un Game 7 de l'histoire de la NBA. On a Looney. Kevin Looney. C'est pas Kevin Looney. On en a déjà parlé l'année dernière. Moses Looney, là. Ouais, Moses Looney. Dennis Maloney, comme vous préférez. Wow. L'autre, il a fait un chantier sur cette série. Parce qu'on parle beaucoup du Game 7, mais je crois qu'il a 2 autres matchs à plus de 20 rebonds dans la série. Kevin Looney a fait beaucoup de mal à la raquette des Kings, notamment à Sabonis, mais même à Alex Len. Après, on savait aussi que le côté bataille sous les cercles, c'était pas forcément... Même si Sabonis est un putain de rebondeur, attention. Le meilleur rebondeur de la saison régulière. Mais la protection de cercle, protection globale de la raquette n'est pas forcément une spécialité des Kings. Bon, bah, on l'a quand même vu, hein, Steph, il a beaucoup drivé. Il a pris beaucoup de 3 points, évidemment. Mais il a aussi beaucoup drivé pour mettre 50 points, tu vois. Donc, ils ont respecté ce coup-ci. C'est l'intelligence du joueur. Hein, c'est que le mec, c'est le meilleur shooter à 3 points de tous les temps. Mais quand il faut driver et mettre des finger rolls et des flotteurs, il y va. Si tu montes à 12 mètres, il va se rapprocher du cercle. Hein. Il est pas con. Hein. Ouais. Il va vite, il a un putain de handle. Ouais. Non mais c'était très très fort de voir ça. Et puis je trouve qu'en termes de dynamique, pour en revenir à la dynamique globale... Oui, ils ont joué 7 matchs, donc il va peut-être y avoir un peu de fatigue et tout, mais bon, voilà, ce sont des athlètes professionnels. Tant qu'il n'y a pas de blessure, moi je pense qu'ils sont capables d'enchaîner quand même pas mal les matchs. Mais pour les Warriors, en termes de dynamique, cette série, c'est un préparatif de je veux dire, tout à fait. Wiggins a pu reprendre, se remettre bien en jambes. J'allais y venir, Wiggins, tout à fait. Le groupe bien sûr. Est en confiance. Il y a Wiggins, en effet, qui fait son retour. Ça, c'est quand même le truc qui était imprononçable il y a 3 semaines encore. Andrew Wiggins, qui avait été absent pendant de longues semaines. Là, il est bien. On a vu un super Game 1 qu'on avait commenté ensemble. Où on a vu qu'il est présent, il défend. De'Aaron Fox s'est pris des minutes de Wiggins. On a le groupe, en effet, dans son ensemble,
qui n'a pas du coup de injury report de fou furieux à devoir déclarer. Je veux dire, les Warriors, t'as Steph, t'as Clay, t'as Draymond, t'as Wiggins, t'as Looney, t'as Poole, t'as Jordan Poole s'il veut bien remettre le ballon dans le panier. Parce que ça peut être intéressant. Et puis s'il veut bien aussi défendre. Enfin bref, on va en parler. Non mais tu vois, t'as Gary Payton, Dante DiVincenzo, tout à fait. Non mais Golden State a passé un test tout à fait assez énorme. Magnifique série dont on se souviendra, hein, Mike Brown versus Steve Kerr. Ils s'en sont sortis et comme on l'avait remarqué sur le début de la série, Draymond en avait parlé publiquement. Ils font un petit peu leur quête annexe. Ils sont menés 2-0 dans une série. Ils l'avaient jamais vécu, ça, à Golden State. Et ils arrivent encore une fois à passer le challenge. C'est terrifiant comme stat, mais la dernière fois que Golden State, avec Steph, Draymond et Clay, ont perdu une série de playoffs, 2014, c'était en 2014 face aux Clippers. Ouais. Lob City. C'était il y a quasiment 10 ans. Ouais. Ils ont perdu une série de playoffs. Ouais. Ensemble, ouais. Non mais tu vois, je veux dire, c'est quand il y a Kerr, Draymond, Clay, Steph, vous pouvez mettre après, il y a eu des KD, des Andrew Bogut, des Looney, des machins, etc. Mais... Non, mais tout à fait. Non, mais ils ont été très impressionnants mentalement, beaucoup de ressources, beaucoup de sérénité aussi. Sauf quand ça chauffe. Comment ? Sauf au Game 6. Ouais, sauf au Game 6, mais il faut dire qu'au Game 6, Sacramento a fait un match exceptionnel. Avec beaucoup d'envie, beaucoup de qualité, beaucoup d'engagement. Sacramento a très nettement poussé ses Warriors dans leur retranchement. Sauf que le problème pour Sacramento, c'est que dans leur retranchement, Steph Curry, il a fait attendez, vous êtes des ouf, tiens, je vais vous en mettre 50. Retranche quoi ? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Non mais tout autre type de match de Steph Curry, parce que les Warriors en eux-mêmes, leur Game 7, il est pas non plus. Curry est étincelant de ouf. Non, mais je dis Clay est atroce. Enfin, si Curry fait un match moyen à 35 points, Non, tu sais bien que, sûr, attention, c'est une autre ambiance. J'ai les stats sous les yeux sur les 7 matchs, ils sont à 45% au tir et 33% à 3 points. Ce sont pas des Warriors en fuego qu'on a vu. Alors, tout du crédit qu'on vient de balancer, Alex l'a fait sur les Kings. Mais c'est vrai que Golden State, j'ai l'impression qu'il y a un ouf de soulagement d'avoir passé un obstacle qui, peut-être a posteriori, on se rendra compte que c'était un putain d'obstacle. Sacramento à devoir se farcir sans l'avantage du terrain. Donc Golden State, très bien. Maintenant, tu affrontes avec l'avantage du terrain, puisque tu l'as récupéré, nos amis les Lakers. Premier tour impeccable. Tout à fait. Pas la même chose, on reparlera évidemment dans le côté tactique, parce que là, c'est pas du tout les mêmes adversaires. Hein. Pour Golden State, Sacramento, et pour les Lakers, Memphis. Lakers aussi, belle dynamique. Hein. Dis donc. Les types ont mis 4-2 aux Grizzlies. C'est clair que les Grizzlies, leur manquaient 2 intérieurs importants. Énorme. Ja, il s'est tourné la main, il a raté 2 matchs. C'est un match et demi, 2 matchs. Un match et demi, ouais. Il y a eu des concours de circonstances. Mais en termes pareils, j'aurais tendance à dire un peu la même chose que pour les Warriors. En termes de dynamique globale, cette série, ils se sont rassurés défensivement. Genre, cette équipe des Lakers est capable d'être extrêmement relou en défense. C'est vrai. Hein. Tout à fait. Ils se sont aussi pas mal rassurés sur les role-players. C'est-à-dire que il y en a toujours eu un pour faire son match. C'est vrai, hein. Rui Hachimura, 15 points de moyenne. Voilà. Austin Reeves, 17 points de moyenne. Voilà. Angelo Russell, 17 points de moyenne. Voilà, ces 3-là déjà. Plus, bon, je peux pas dire que Dennis Schroeder ait crevé l'écran et tout, mais il a fait quelques petites séquences pas si dégueulasses. Vanderbilt, pareil. Vanderbilt aussi. LeBron et AD, bon, alors Bronbron, il shoot beaucoup trop à 3 points et envoie de la brique, là. Tu sens qu'il avait pas envie de faire trop d'efforts offensifs. C'est vrai, hein, il a pas trop drivé, il a croqué, je sais même pas s'il est à 20% à 3 points sur la série. Il est à 19%. C'est pas bien, ça c'est n'importe quoi. Alors, évidemment, il en a mis un gros au moment où il fallait, là. Je sais plus c'est quel match là, qui fait très très mal à Memphis, c'est le match 4 où il pour mener 3-1 là, je crois. Sur du 3 pour mener 3-1, ouais. Bon, Bronbron, hein, ça reste Bronbron. Par contre, j'ai trouvé qu'au niveau des efforts défensifs, rebond contre, le Bronbron, il a pesé. Il a pesé de tout son poids et de tous ses muscles, c'est qu'à de le dire. Il tourne à 11 ou 12 rebonds par match. Ouais. Il y a un peu de contre, un peu d'interception, un peu de points quand même, hein, parce que même quand il shoot mal à 3 points, ça reste LeBron James, hein, il te met 20, 22 points dans ta bouche. Et puis, Anthony Davis, quoi. Et AD a affronté le défenseur de l'année de la saison régulière. Il lui a dit non. Et Anthony Davis a, à lui seul, eu plus de contres que l'intégralité du Tennessee sur la série. Plus de contres, et puis alors, attends. Et rebond, patron. Dès qu'il a eu les ballons en attaque, il a quand même fait mal. Il y a un match où il passe au travers, là, où il passe au travers offensivement. D'ailleurs, les Lakers perdent. Oui, tout à fait. Il est en dessous de ses standards offensifs. Ouais. Je veux dire, sur la série, c'est pas lui le truc. Mais ce qui est presque défense, bon pour les Lakers,
en termes de dynamique, c'est que LeBron et Anthony Davis sont en dessous de leur standard offensif. Oui, bien les sûr. deux. Bien sûr. Et crédit, certains donnaient quand même à Memphis qui a essayé de se battre. Défend bien Memphis. Ça défend bien, c'est une top 3 même défense de la saison. Même sans saison. Steven Adams, ça défend bien Memphis. C'est une top 3 défense de la saison. Après, malheureusement, dédicace à notre cher Dion Brooks qui va être en vacances entre Shanghai et Cancun, qui nous a provoqué tout ça. Entre ces déclarations, les histoires qu'il y a eu avec Ja, Desmond Bane, etc., c'était pas la bonne idée. On avait dit dès le début de la série, attention à pas énerver ce genre de vétérans. Ouais, je suis d'accord. Et donc on a eu des Lakers qui ont pris ça à cœur aussi. Ils étaient très très bons sur la saison régulière, la deuxième partie de la saison régulière, où on n'a pas arrêté de parler à l'arrivée des playoffs, des Lakers post-trade deadline où ça va vachement bien. Ouais. Ils ont confirmé. C'est une équipe qui a un bilan de fou furieux depuis qu'ils ont fait les transferts à deadline. C'est vrai. Ça va très bien. Ils ont trouvé un équilibre. Il y a un équilibre, il y a encore des grosse sueur froide de il fait quoi Darvin Ham là maintenant là, genre quels sont ses choix de rotation sont bizarres. Je suis d'accord. Par contre, il arrive à faire défendre cette équipe. Il a le matériel, il a les joueurs pour. Mais même quand il aligne genre du D'Lo Schroeder, c'est pas beaucoup de séquences, il arrive à défendre quand même. Bien sûr. Ce qui est pas évident parce que D'Angelo Russell et Schroeder, c'est pas non plus des joueurs ultra défensifs, mais il arrive quand même à s'organiser. Ouais. Rui Hachimura fait du boulot, Austin Reeves fait du boulot. Bon, Anthony Davis, on a dit, bien sûr. Vanderbilt, c'est un bosseur. Enfin, il y a un côté vraiment bon pour la dynamique des Lakers parce que tu vois, on fait toujours le même truc. Ils ont leur groupe de 8-9. Ah oui, ils l'ont. Et il n'y a pas trop, pareil, on a parlé d'injury report pour Golden State, il n'y a pas un injury report côté Lakers qui est flagrant, genre... Tant qu'AD et LeBron peuvent jouer... Tout à fait. Et AD est dans une forme olympique, donc là, c'est une des pires nouvelles pour la concurrence, c'est que AD soit à ce niveau-là. C'est pas cool pour en face, ça je suis pas cool pour en face. Donc évidemment, pour terminer sur les dynamiques, on a, comme on le dit souvent, deux équipes qui s'affrontent dans des dynamiques globales, c'est-à-dire pas juste de 2 ou 3 semaines, mais globales de franchise, d'histoire de franchise, dans une dynamique aussi hyper importante. Pourquoi ? Parce que Golden State est champion en titre, a envie de passer l'obstacle Lakers. Pour LeBron, t'as pas envie de t'incliner encore une fois face aux Warriors, t'as envie de faire le taf, et il y a des choses à régler, donc c'est vraiment un choc de deux immenses astéroïdes en plein espace. Très très hâte de suivre ça. Sur la saison régulière, impossible de se baser sur ce qui s'est passé pour des raisons simples. Il y a eu un match, c'était l'époque Westbrook. Il y a eu des matchs, il n'y avait pas Wiggins, pas de LeBron. Tu peux pas savoir. Tu peux pas. Par contre, il y a eu un match intéressant, on en reparlera, où AD notamment a roulé totalement sur la raquette de Golden State, et c'est un des axes qu'on surveillera. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on peut pas savoir, il y a beaucoup d'inconnus, et il va y avoir beaucoup d'ajustements à faire en cours de série, ce qui naturellement confère quand même un avantage aux Warriors. Quand même. Ils ont l'avantage du terrain, et ils ont, à mon avis, une capacité supérieure aux Lakers à faire des ajustements en cours de série. C'est ce dont on va parler justement. Tactico ? Dans le point tactico-technique. Vous le savez, dans cette section, on est dans le bureau de Darvin Ham. Je sens que ça grince des dents chez les fans des Lakers, ou de Steve Kerr. Il y a eu des critiques aussi sur le premier tour. Dans cette section, il y a un aspect du jeu qui nous intéresse plus que d'autres. Mon cher Alex Kay, ton point tactico-technique sur Lakers Warriors ? La bataille intérieure. On était un peu en train d'ouvrir le sujet, là. Ouais. Les Warriors ont fait jeu égal ou quasi au rebond avec les Kings. Pourtant, les Kings, il y a des bons rebondeurs. Je veux dire, on a parlé de Sabonis, mais il y a Harrison Barnes. Fox, il aime bien les rebonds aussi. Ils ont plusieurs gars comme ça, un peu relous, un peu athlétiques, qui peuvent venir et tout. Mais ils ont bien bossé, les Warriors. C'est quasiment du jeu égal. Je crois qu'il y a un rebond d'écart de moyenne par match sur la série. Bon, voilà. Notamment grâce à Looney, évidemment, grâce à du Draymond Green aussi, grâce à Wiggins aussi, qui est un ailier athlétique et qui est capable de venir aider et tout. Looney, il bloque bien, il aime bien le rebond offensif, il a fait des gros dégâts au moment où il fallait. Looney, il a vraiment aidé les Warriors, notamment dans le Game 7. Il a ramassé des rebonds offensifs, il a redonné des possessions à Steph Curry. Donc, voilà quoi. Non mais, c'est vrai. C'est un souci. Là, ça va être un autre animal. Là. Attention, là, c'est pas la même. Dans la raquette, et au rebond, mais pas que. Et au rebond, et en protection de cercle, et en comment tu accèdes à la raquette des Lakers, c'est pas du tout la même ambiance. Les Lakers sont peut-être un peu moins capables de jouer vite que les Kings, encore qu'il faut voir, les Kings ont été très bons sur demi-terrain, mais peut-être, tu vois, ils sont un peu plus vieux, un peu plus ceci, tout ça, un peu envie de poser le jeu sur demi-terrain. Un peu moins folie quand même. Ouais. Un peu moins folie, mais c'est surtout les Warriors qui aiment bien la folie. Par contre, il est clair que là, t'as parlé d'Anthony Davis. Anthony Davis, c'est un problème pour nos amis les Warriors. Ils n'ont pas vraiment de joueurs tellement capables de tenir Anthony Davis.
J'aime beaucoup Draymond Green, c'est un défenseur absolument incroyable. Il est un peu petit, ça va être chiant pour lui. De ce côté-là du terrain. Au rebond, c'est embêtant. Anthony Davis, c'est un bon gobeur de rebond. Il protège bien son cercle. En plus, on en avait parlé quand on avait fait la preview de la série contre Memphis des Lakers, du rôle de Vanderbilt. Ça se voit pas toujours dans les stats, mais il taffe. Il est là. Quand il joue 20, 22, 25 minutes par match, il est là. Il vient se battre. Et donc, tu vas pas pouvoir... On va voir comment ils vont s'organiser. Je pense pas que Kevin Looney puisse vraiment défendre Anthony Davis. Je pense pas. Mais ça veut dire que Kevin Looney, il va pas pouvoir comme ça non plus venir trop en aide, parce que ça veut dire que sinon il laisse Vanderbilt. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Et en plus, et c'est là qu'on en arrive au deuxième effet qui se coule des Lakers, c'est qu'il y a LeBron James. Et LeBron James, c'est un gros rebondeur. Ça l'a toujours été. Il aime ça. Attaque, défense, il aime bien. Il est grand, il est costaud. LeBron James, il est aussi grand, il est plus gros que Kevin Looney. Il y a de la place là. Tu vois, voilà. Et donc, il y a un vrai sujet dans la bataille intérieure. Et je doute pas un instant que les Warriors vont réfléchir à ça, trouver des solutions et qu'ils ont ça en tête et tout, bien sûr. Mais le front de courte des Lakers, les titulaires, c'est-à-dire LeBron, Vanderbilt, Anthony Davis, avec éventuellement du Rui Hachimura qui sort du banc. En gros, c'est ça la rotation à peu près du front de courte, quoi. Tu vois, il utilise qui sinon au front de courte, Darvin Ham? Non, ça va rester ça. Non, t'es d'accord? À moins que tu me dises que Troy Brown c'est un front de courte, peut-être. Allez, vite fait. Non, ils vont mettre du Rui, mais sinon c'est tout. C'est puissant, c'est grand, c'est athlétique et c'est assez habile de ses mains. Quand ça prend des rebonds offensifs, ça score derrière. Donc il y a un vrai sujet dans cette bataille. Comment les Lakers vont réussir à l'exploiter? Est-ce que les Lakers sont capables de mettre un bon gros différentiel au rebond aux Warriors, plus que ce que l'ont fait les Kings? Est-ce que les Lakers sont capables de vraiment très très bien protéger leur raquette, mieux que ce que l'ont fait les Kings? Ça c'est... Bon voilà. C'est possible, ils y ont intérêt, parce que sur les extérieurs, ça va être plus compliqué pour eux. Donc vraiment, dans la bataille intérieure, je pense qu'il y a une clé. Plus les Warriors tiendront, plus ils seront en capacité de gagner les matchs. Plus les Lakers leur mettront la pâtée à l'intérieur, plus ils seront justement en position d'être dans les matchs et de pouvoir jouer les dernières possessions sur Anthony Davis, sur LeBron, sur des joueurs qui peuvent battre les Warriors en fait, quoi. C'est vrai qu'à l'intérieur on va se régaler parce que là vraiment il y a des joueurs qui doivent jouer des coudes, il y a des amitiés en plus en jeu entre Draymond et LeBron, ça se roule des pelles mais là ça va sortir les coudes. Oh là oui. Donc ça devrait être très très drôle pendant les matchs et après les matchs. Moi, il y a un aspect qui me fascine là-dessus parce que il y a des discussions là à quelques heures et quelques jours là donc là à quelques heures du premier match. C'est quand tu parles de Vanderbilt par exemple. Ouais. Moi, je vois j'ai pas propre réponse, mais je te pose la question. Je vois des gens qui réfléchissent à la pertinence d'avoir Vanderbilt dans cette série dans le 5 majeur. C'est-à-dire, vu que tu vas être défensivement sur une série totalement différente de celle de Memphis. Ouais. Memphis, c'était un peu plus prévisible offensivement. Ça shoot pas très bien à l'extérieur et tu veux créer un espèce de mur anti-morante. C'est pas du tout la même. Là, pour AD qui était capable de faire des comptes parce que ça rentre dans la raquette, putain, le pauvre. Là, AD, il va falloir sortir au maximum parce qu'en fait, il y a des garçons qui vont vouloir l'espacer au maximum de sa protection d'arceau. Donc, est-ce qu'un gars comme Vanderbilt, par exemple, moi, je pense qu'il va être titulaire, mais est-ce qu'il va être forcément titulaire et avoir le même temps de jeu que sur la première série? Parce que si tu réfléchis offensivement sur le fait de punir, oui, mais si tu regardes défensivement, il y a des match-ups où ça peut être vraiment tendu. Certains ont mentionné que avoir un Schroeder potentiellement dans le 5 majeur pour essayer d'aider à courir avec les Clay, avec les Steph et compagnie, ce serait peut-être plus pertinent. Toi, dans ton 5 majeur, tu aurais vraiment LeBron, Vanderbilt, AD. En fait, au match 1, oui. Oui, voilà, d'entrée. Ça, c'est sûr. Moi, oui. Je change pas ma rotation d'avance. Je montre pas aux Warriors que déjà on a peur de leur shooter extérieur. Surtout qu'en plus, ils sortent d'une série où ils ont pas excellemment shooté. Et de toute façon, t'es coincé. Tu vas mettre qui sur Steph Curry? T'as pas les joueurs. Non, mais c'est pour ça, c'est juste le traumatisme d'avoir des dilos qui tournent autour de Steph. Et... Ouais, mais c'est qui? C'est Schroeder du coup? C'est toute l'interrogation. Austin Reeves peut-être un peu plus que d'autres. Austin Reeves est déjà titulaire aujourd'hui chez les Lakers, et il le mérite d'ailleurs. J'entends, maintenant faut pas oublier non plus que oui, ils vont essayer de sortir Anthony Davis, mais ils pourront pas sortir Anthony Davis et LeBron James et Vanderbilt. Il y aura toujours un des mecs du front de courte qui sera là et en capacité de venir protéger son cercle. Surtout qu'en plus,
ça va. Hein. Si c'est Draymond Green qui doit prendre un tir ou Kevin Looney qui est sur la ligne de lancer, bah, tu vas protéger le cercle. Hein. Bien sûr, bien sûr. T'es d'accord hein. C'est pas comme si les Warriors c'était un 5-out où tout le monde s'est shooté. Hein. C'est pas le cas. Non, mais on va voir si Steve Kerr va le tenter. Alors, c'est sûr, il va y avoir des séquences, mais lui aussi, c'est compliqué parce que s'il joue trop petit, on a vu comment les Lakers sont capables de matraquer une équipe qui joue trop petit. Si tu joues trop petit contre les Lakers, il faut que tu sois absolument ultra adroit. Sinon, LeBron, il va venir te martyriser en drive. Et Anthony Davis, comment tu fais pour défendre sur lui? Donc, du coup, c'est là où la bataille tactique va être vachement intéressante. Et à mon avis, elle se centralise sur qui va être dans le front de court, qui va être à l'intérieur. Est-ce que Steve Kerr va réussir à imposer aux Lakers, genre, désolé les gros, mais Vanderbilt, il n'est pas jouable dans cette série? Peut-être. Est-ce que la simple présence d'Anthony Davis oblige les Warriors à avoir quand même pas mal de Kevin Looney pour mettre un peu de mastic dessus, ou alors tu te contentes de Draymond Green et tu joues plus petit? Ça va être hyper intéressant parce que si tu joues trop petit, qui s'occupe de LeBron? Parce que LeBron, t'es obligé d'avoir des grands un peu costauds dessus. Tout à fait. Tu peux avoir Wiggins, mais... Ils vont avoir du Wiggins sur lui, ça va être un effort collectif, mais... C'est là qu'on en vient à des rôles. Hein. Tout à fait. Quand tu parles de Vanderbilt, en face, tu vas te poser aussi la question de l'utilisation, par exemple, d'un Gary Payton 2, qui a été utilisé comme un un petit intérieur ou un big guard. Je veux dire, il a joué ailier fort, voire quasiment pivot à certaines séquences avec Golden State. Ouais, bien sûr. Et même par le passé, tout à fait. Donc, à voir si lui, par exemple, peut rentrer dans cette série et dire moi, je vais avoir mon temps de jeu. Il y a des garçons athlétiquement qui n'ont pas été là sur la série précédente. Moi, j'aurais bien aimé les voir jouer un peu plus, mais en même temps, ils n'ont pas répondu trop présent. Jonathan Kuminga. Ouais. C'est typiquement le genre de profil athlétique, dont les Warriors physique, peuvent avoir besoin. Dont les Warriors vont avoir besoin. Parce que là, entre AD et Vanderbilt, tu peux avoir un sentiment de midget, de mini-nain Warriors, et ça peut vite poser problème. Surtout qu'en plus, Vanderbilt n'est pas si grand, hein, mais il est costaud, il est dur au mal et il se bat beaucoup au rebond. Bien sûr. Vraiment, Anthony Davis va avoir l'air grand et costaud par rapport à un peu n'importe qui dans la série, là, clairement. Ouais. Et en plus, c'est un problème parce qu'il est technique. Je veux dire, il n'est pas juste grand et costaud, Anthony Davis. Là, on a dit, il est à 22 points par match, il est en dessous de ses standards. Ouais. Donc, c'est un vrai sujet. C'est ça qui est très intéressant d'ailleurs dans cette série, c'est que, autant sur les extérieurs, on se dit, putain, mais comment ils vont faire les Lakers? Autant à l'intérieur, on se dit comment ils vont faire les Warriors. Du coup, il y a vraiment un truc que je trouve... Et t'as pas une profondeur de fou, hein. C'est-à-dire que derrière Looney et AD... poste par poste. Hein. On a bien vu, les Lakers, dès qu'AD doit sortir, c'est l'enfer. Hein. Ouais, et peut-être qu'on aura des 5 un peu de la muerte, quoi. C'est-à-dire Draymond, Wiggins, Curry, Clay, et soit un Poole, soit un Gary Payton 2, soit des trucs comme ça. Faudra voir. Je serais pas étonné que Kerr dise j'ai écouté la preview, mon cher Alex, et en fait, on va forcer AD à devoir sortir de sa sacro-sainte zone raquette. Parce que quand il y est, c'est l'enfer. C'est open bar pour lui, quoi. Mais pour ça, il va falloir rentrer tous les tirs, ce dont les Warriors sont grave capables. Hein. Mais va falloir qu'il n'y ait pas que Curry qui shoot bien. Va falloir qu'il y ait d'autres gens qui rentrent des tirs. Et si tu drives jamais, c'est dangereux avec les Lakers, parce que du coup, ils prennent tous les rebonds. Enfin, tout à fait. Et attention, tout à fait. Tu vois, genre... Et si je dis pas de conneries, je vous laisserai confirmer là, mes fans des Lakers France et compagnie, mais... j'en avais parlé avec Celtics, Sixers, on est à des opposés aussi de lancer franc. C'est-à-dire que Golden State est une équipe qui va pas forcément au mastic pour aller provoquer des lancers, il va falloir y aller, il va falloir mettre la tête dans l'art. Et les Lakers aiment vivre de cette capacité à jouer physique, aller sur la ligne, t'envoyer sur le banc parce que t'as trop de fautes. Et là, Golden State, là-dessus, ils sont malins, ils ont du vice, mais je sais pas si tu pourras piétiner des Lituaniens au sol, si tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est autre chose là. C'est une autre ambiance là. C'est pas des. Il y a plus d'expérience. C'est-à-dire que là où Golden State avait un avantage d'expérience absolument indéniable sur les Kings, là sur les Lakers c'est beaucoup moins évident. Ah ouais. Hein, là, t'as des mecs qui ont gagné déjà un titre ensemble. Il y a de l'expérience. LeBron James, voilà, mais même Anthony Davis, ça commence à chiffrer. Non, mais bien sûr. D'Lo, il est pas arrivé dans la ligue hier. Schroeder, il a connu des trucs. Enfin, tu vois, genre, voilà. Non, bien sûr. C'est autre chose. Secteur intérieur, ça va être déterminant, tout à fait. Grosse bataille. T'as quoi, toi? Je sais pas trop comment le formuler, mais j'ai besoin de savoir qui va être le meilleur troisième joueur de chaque équipe dans la série. On a l'assurance LeBron et AD. Très bien.
Et les Lakers ont flex de fou, comme aurait dit le vénérable, un très très grand philosophe qui s'appelle Snoop Dogg, qui a dit nous c'est les Nations Unies, on a des Renois, on a des Chinois, on a des Blancs. Il a dit ça, il a dit ça, c'est incroyable. Il a fait nous on est les Nations Unies, frère, on vous punit. Derrière le banc dit c'est les Nations Unies. On a des Chinois, des enfin, bref, n'importe quoi. Alors qu'en plus c'est japonais, Hachimura, donc bref. Enfin il avait dit Asian, excusez-moi. Il a dit non, ouais, voilà. Non, il a dit Asian. Il a dit chinois quand même. Mais non, c'est évidemment Rui Hachimura, en plus c'est japonais. T'as les deux garçons qui sont très forts, LeBron et AD, pas de problème. T'as profité de D'Lo, Reeves et Hachimura qui sont à ce niveau-là. S'ils continuent à jouer à ce niveau-là, formidable, bravo. Mais qui est le troisième meilleur joueur des Lakers dans cette série? C'est censé être D'Lo, je trouve. Censé, j'ai dit. Censé. Après, s'il y a deux côtés du terrain, c'est censé être Austin Reeves. Est-ce que Austin Reeves, troisième meilleur joueur des Lakers sur une série comme ça, c'est bien ou est-ce que c'est vite compliqué? De l'autre côté, t'as... C'est qui de l'autre côté? Ouais, je suis bien. T'as Steph qui est en front. Ouais. Et évidemment, c'est tout un collectif autour. Mais si on regarde offensivement, parce que c'est surtout l'aspect offensif qui va m'intéresser. Clay, du coup? Si t'as Steph, t'as Clay. Steph et Clay, c'est 53 points de moyenne sur les playoffs. T'as l'autre qui a 33 et l'autre qui a 20. LeBron et AD sont sous leur standard sur le premier tour, mais tu peux tenir tête. 26 et 25 points de moyenne. Tu peux. Pas de problème. Qui est le troisième joueur? Jordan Poole a été exécrable sur le premier tour. Il a été payé à foison. Simon, dès que Jordan Poole avait le ballon, il disait vas-y, fonce tête baissée, on dirait un poulet sans tête. 12 points, non, mais... 34% au tir, 26% à 3 points, Jordan Poole. Voilà. Avec le contrat qu'on connaît, le mec a été prolongé, max de chez max, série, hein. Il fait pas sa série. Il a été prolongé, c'est pour péter la dynamite, justement, en sortie de banc, sur une série comme celle-là. T'as Steph et Clay. Est-ce que le troisième meilleur score c'est Wiggins? Est-ce que c'est du Jordan Poole? Ou est-ce que c'est un autre garçon qui sort de là? Mais en gros... Bah qui? Parce que là... Ça va être surtout Wiggins et Jordan Jordan Poole. Poole, tout à fait. J'ai pas d'autres noms. Hein. Tout à fait. Mais quelque part, sur la première série, on serait marré si on avait dit Rui Hachimura est le quatrième meilleur score des Lakers, etc. On voit qu'il y en a 3 qui sont un peu capables. Tout à fait. Mais donc du coup, t'as... sûr et certain, je suis pas en train de dire que c'est Steph et Clay versus LeBron et AD, c'est pas ça, c'est juste que de base, offensivement, tu vas avoir des apports de la part de ces deux garçons parce que les systèmes sont faits pour, et ensuite il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'apporter beaucoup plus que ce qu'il est capable de faire habituellement. Pourquoi? Parce que les Lakers ont montré le rempart défensif qu'ils sont capables d'avoir, et moi ce qui me fascine, tu l'as dit, c'est le secteur intérieur, et comment Golden State va dire les gars, désolé, nous c'est pas Memphis en fait, hein. On a un mouvement de ballon, on a un jeu... des écrans sur non-porteurs, des shooters extérieurs de fous furieux, vous nous laissez prendre chaud, ça va être une série très très rapide malheureusement pour vous. Donc, qui va apporter offensivement? Qui va faire le travail? Et c'est là-dessus où j'ai hâte d'avoir la réponse côté Lakers, parce que c'est une feel-good story, Austin Reeves, c'est très très bien, mais est-ce que c'est un gars qui est capable de produire très fort? Est-ce que D'Angelo Russell, qui est à 1 mois et demi de sa free agency, va faire une série contre son ancienne franchise où il tient la baraque offensivement, où il n'est pas à 15 points à 40% au tir, mais où il se rapproche de la vingtaine. Il va falloir des coups de chaud. Il a fait des gros coups de chaud contre les Grizzlies, où il a sauvé les Lakers avec des bombinettes dans le Money Time. Ce sera intéressant d'ailleurs de voir comment les Warriors le gèrent, si jamais il monte un peu en régime, lui. Comment est-ce que tu fais? Donc du coup, je pense que tu as évidemment deux systèmes qui sont très différents. Tu l'as dit, on n'arrête pas de le répéter sur Golden State, ils thrive, ils rayonnent dans le chaos, les Warriors. Faut que ça aille vite. Plus c'est le bordel, plus ils sont forts. Mais je pense que tu peux t'attendre à la production de LeBron et d'AD, et tu peux t'attendre à la production de Steph et Clay. On va pas commencer à me dire... Ah bah si un de ces quatre-là produit pas, son équipe va passer une mauvaise soirée, une mauvaise série même. Voilà. Et donc derrière, j'ai confiance défensivement dans les deux équipes à faire leur travail, mais qui sort du lot? Je pense que dans 2 semaines, Alex, on va se retrouver, et on va se dire le troisième meilleur joueur de telle équipe, c'était lui, et en face, c'était lui, et le gap était tellement différent. Wiggins, peut-être. Tu vois, on va dire, ça se trouve, Wiggins, il a fait une série défensive sur LeBron. J'ai géré Tatum, il a fait, les gars, Tatum, LeBron, les vacances, quoi. Ou ça se trouve, Jordan Poole va dire, vous étiez foutus de ma gueule, mais vous en souvenez, le tour de l'année dernière face aux Nuggets, où Steph sortait du banc, il était complètement fou furieux, il avait mis des coups de chaud de dingue. Là, ça se trouve, il va mettre le feu au Staples Center. Et je vais surveiller ça très très près. Évidemment, ça peut être un mec sorti nulle part. Schroeder peut faire une grosse série. Donc dans les choix des coachs aussi. Hein. Et donc dans les choix des coachs, ben ça... Les rotations, dans quelles conditions tu mets ces gars-là? Bien sûr. Comment tu gères les momentum? Enfin, il y a plein de paramètres. Ok, d'accord. Secteur intérieur pour Alex. Et qui est le troisième meilleur joueur de chaque équipe sur cette série pour Bibi? On va sortir les jumelles. Factor X. Tout à fait. Nous sommes dans la section du Factor X. Dans cette partie de la vidéo, il y a un joueur qui va attirer notre attention plus qu'un autre. Qui est votre Factor X? Alex, c'est lequel le tien? Jordan Poole.
au hasard. Non, pas au hasard, justement. Il est clair que Jordan Poole était pas loin de coûter la série aux Warriors. Non, mais c'est vrai. Hein. Putain. Il a été nul. Wow. Il s'est fait manger par des joueurs. Il n'aurait pas dû se faire manger comme ça. Je veux dire, dans la hiérarchie des arrières de la série Kings-Warriors, mais Jordan Poole, enfin, je veux dire, alors évidemment, il y a Steph et Clay, mais il y a De'Aaron Fox, il y a Malik Monk, bien sûr, il y a Davion Mitchell devant. Davion Mitchell est devant. Dante DiVincenzo, pour moi, fait une meilleure série limite que Jordan Poole. Non mais, par exemple, Gary Payton 2 aussi. Pourquoi? Parce qu'ils se battent. C'est-à-dire que Jordan Poole, des joueurs talentueux offensifs comme ça, avec du handle, de la création, ça rentre pas. Ça peut arriver, c'est chiant, hein, c'est regrettable, mais ça peut arriver, j'ai même pas envie de trop lui tomber dessus là-dessus. Moi, c'est plus que... de l'autre côté. Ah, mais ça tu oublies. Bouge-toi. Ouais. Ah bah ouais, mais non. Parce que moi, les joueurs offensifs comme ça, qui se prennent pour ce qu'ils sont pas, quand les tirs rentrent pas, en plus, ils bossent même pas en défense. Ah bah... Là, contre les Lakers, qui ont une ligne arrière, à mon avis, plus faible que celle des Kings, clairement. Il y a un avantage à prendre pour Jordan Poole. Et Jordan Poole doit faire partie de la prise d'avantage des Warriors dans le jeu, la fluidité. Il doit amener justement, lui, du handle, de la pénétration, aller provoquer des fautes, aller défier les gros, et aller faire prendre ses fautes à Anthony Davis ou à LeBron ou à qui tu veux, moi je m'en fous. Tu vois, il doit jouer les mismatchs, il doit leur faire mal. Sauf que là où les Kings ont été bons, c'est d'attaquer beaucoup sur Jordan Poole quand il était sur le terrain. T'inquiète pas, hein. Les Lakers, ça va être pareil, mon pote. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être... Le problème, c'est que là, même si tu t'y connais pas très bien en basket, tu vois vite le truc. Donc quand Jordan Poole va être sur le terrain, ça va appeler les écrans, parce qu'ils aiment bien le pick and roll, mine de rien, les Lakers, et qui que ce soit balle en main, D'Angelo Russell, Austin Reeves, je te parle même pas de LeBron, évidemment, tu vois, Schroeder ou quoi, ils vont appeler l'écran avec le mec de Jordan Poole, et ils vont l'attaquer. C'est pour ça que Schroeder doit avoir une série fondamentale, parce que c'est pas Fox, c'est pas Ja Morant de la dernière, il n'y a pas un meneur ou un arrière de point d'attaque qui peut punir Jordan Poole. Ils vont devoir demander des écrans dans tous les sens pour le faire switcher, parce que Jordan Poole, c'est un peu plus détente sur le papier pour lui, sur la série. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne arrière, où on est plutôt sur du D'Angelo Russell, jump shooter, et d'autres garçons. C'est pas non plus la série sur laquelle il peut se faire le plus punir, mais les Lakers, tu l'as dit, ont de l'expérience, ils vont essayer de le punir. Attention, parce qu'on critique D'Angelo Russell, mais si D'Angelo Russell il met des misères en permanence à Jordan Poole, et qu'en fait, comme tu disais, là, il est pas loin de la 20aine de points, parce qu'à chaque fois qu'il a Jordan Poole dans le coin, il en profite, il demande une balle au poste, il lui cloque un petit fadeaway sur la tête, et on sait qu'il est bon à ça. D'Angelo Russell, c'est un faux lent, il est assez grand et tout, enfin tu vois, genre c'est bien sûr. Il est smooth, il a une petite papate, tu vois, genre ça peut limite être un affrontement idéal pour D'Angelo Russell pour bien se mettre en confiance. Donc vraiment, moi je pense que Jordan Poole est le factor X de cette série. Je pense que même si sur le papier ça a l'air d'être une opposition qui va un peu moins le mettre devant ses défauts, qui va un peu moins l'exposer, faut qu'il fasse très attention parce qu'il y a de l'intelligence et de l'expérience dans cette équipe des Lakers. Ils savent jouer sur le mec qui fait mal, et si, comme on l'a vu pour finir les Grizzlies, où D'Angelo Russell était grave en feu, toute l'équipe se met à jouer sur lui. Hein. Et Grizzlies ou pas, l'autre, il n'en avait rien à battre. Alors j'ose même pas imaginer la charpie qu'il aurait fait de l'arrière-garde. Donc là, si Steve Kerr commence à être obligé de sortir des Jordan Poole pour mettre Gary Payton 2 à la place, parce que ça prend trop l'eau en défense, où va-t-on, quoi? Attention, il peut se faire exploser salement, Jordan Poole. Ouais. Série plus compliquée qu'on ne peut le croire. En plus, on va avoir besoin de ces tirs. Tu parlais tout à l'heure de rentrer les tirs pour obliger les bigs des Lakers à sortir. Jordan Poole fait partie de l'équation. S'il shoot à 25% à 3 points, compliqué. Donc ouais, moi c'est Jordan Poole, je pense que son rôle est crucial. Je vais partir sur Anthony Davis. Tu crois qu'il peut peser, ouais? Un bout de talent. On est à un croisement hyper important là de la carrière d'Anthony Davis et au devant d'une série fondamentale pour ce qu'il est en tant que joueur. Anthony Davis est en forme. Je vais mettre la main sur la table parce que là, sinon les fans des Lakers vont dire vous avez jinxé AD. Alors, je vais même mettre carrément toute la phrase maudite sur la table. Donc c'est pas contre Anthony Davis, mais Chris Paul vient de se faire la cuisse.
Kawhi Leonard s'est blessé également. S'il y en a un historiquement qui va les suivre dans le truc, c'est AD. Je ne le souhaite pas parce qu'en ce moment il joue au basket et c'est exceptionnel à regarder. L'intelligence, la couverture, les déplacements, la défense en attaque, la patience. Il pose des écrans TNT, il pose des écrans sur les gars qui sont démarqués. Les minutes où il n'y a pas AD sur le terrain, c'est incroyable. Donc, Anthony Davis, c'est quoi ? Il y a un scénario dans lequel Anthony Davis est le putain de meilleur joueur de cette série. Bien sûr. Il peut être tellement dominant que en fait les Warriors sont là, les gars, fin de règne, désolé, on est tombé sur AD et on adore Kevin Looney, il a bien boxé, mais alors par contre il a tourné à 4,8 fautes de moyenne sur cette série, il n'y avait pas de solution et AD était dans sa masterclass de mec de 29 piges qui est sur ses deux jambes et où on le sait et on le répète et on l'a vu dans la bulle et on n'arrête pas de l'abattre depuis des années. Ces Lakers iront aussi loin que Anthony Davis les emmènera. Je suis d'accord. C'est pas LeBron. LeBron, il est fort, il est complet, etc. Mais il peut aider quand même. Il peut aider tout à fait. Je viens de le dire, il est fort, il contribue, il n'y a pas de souci. Mais le plafond de cette équipe, c'est AD qui le définit. Surtout qu'en plus, ils pourront pas, les Warriors, faire ce qu'ils ont fait à Sabonis, c'est-à-dire lui laisser 3 mètres pour shooter en tête de raquette. Bien sûr, parce que bien là, sûr. AD, il va enfiler les shoots. Mais AD va devoir être patient parce que là, il rencontre des mecs en face. Il y a tout un staff qui va essayer de planifier pour lui. Donc, est-ce que les prises de position, tu le laisses tout seul? Est-ce que les Warriors se disent putain, les mecs ils sont à 30% à 3 points de réussite, on va peut-être sortir la balle des mains de AD parce qu'en fait, direct peut-être, hein. Peut-être prise à 2 direct. On a aussi des systèmes qu'on a eu, je vous invite ceux qui peuvent à regarder le replay du Lakers Warriors qui avait eu lieu il y a quelques semaines, où il y a ce qu'on appelle vraiment des pin down, où il y a notamment des joueurs, on va voir, je pense pas à Troy Brown Jr., mais peut-être qu'il y aura des D'Angelo ou de LeBron qui vont poser des écrans pour un AD qui part de la ligne de fond, qui fait son virage, qui récupère la balle, et AD en mouvement, c'est une horreur. Parce que l'autre, et tout, c'est impossible. Tout à fait. Et alors il y a face-up et il y a AD en mouvement où il récupère la balle et il a un tel toucher, main droite, avec contact, etc. C'est le joueur le plus grand, le plus dominant, avec la plus grande envergure, avec un potentiel exceptionnel. Anthony Davis, pour moi, définit cette série. No disrespect envers LeBron, no disrespect envers Stephen Curry. Steph peut être énorme. Mais si AD tient la tête à Steph, joueur pour joueur, les Lakers peuvent sortir Golden State, vraiment. Bien sûr. Donc, je veux voir qui est ce Anthony Davis là. Anthony Davis va se taper Draymond Green en playoff. Des coups de pute, de vice. Il va falloir être bon pendant 2 semaines. Il va falloir être bon à domicile et à l'extérieur. Il va falloir bien gérer ses fautes. Il n'y a pas beaucoup de monde derrière. Donc attention, ne te fais pas bousculer comme d'autres ont été bousculés. Et ne tombe pas malheureusement dans ce que Steve Kerr a envie de faire, qui est de dire bon mec, on va te sortir de tout ça, on va créer des lignes de pénétration. Donc en fait, on a dit que Looney, ça serait un petit peu plus compliqué pour lui sur cette série. Donc un peu le bis repetita qu'on avait pu voir avec Boston quand ils avaient fait des 5 avec Grant Williams, avec Al Horford. En fait, on va mettre des 5 avec Gary Payton, Andrew Wiggins en 5 avec Draymond. Et en fait, c'était une horreur pour lui de couvrir tout ça. Donc, Eddie, on a dit que c'est un des 75 meilleurs joueurs de tous les temps. Il est en forme. Là, je veux plus d'histoire. Eddie est sur 2 jambes. Il est au top. À lui de nous faire une série comme un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce jeu. S'il le fait, attention, hein, ce sera les Lakers en finale de conf. S'il est un peu en dessous, ou que d'autres garçons sont en dessous, ou que Jordan Poole, comme l'a dit Alex, fait sa série, ce sera compliqué. Eddie pour Bibi, Jordan Poole pour Alex. Voici pour les Factor X. On va passer au plus important. Le pronostico, l'avenir. C'est l'heure du pronostic. Dans cette section, c'est très très simple. On va devoir donner notre avis et notre analyse fine, notre expertise avec un H. Qui ira en finale de conférence? Qui va avoir les bragging rights et pourra charrier l'autre? Avant ça, Alex, on fait les rappels. Lakers ou pas, Warriors ou pas, nos pronostics récents sur les previews le montrent. Misez pas l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Exactement. Ne faites pas les bolos. Maintenant, Alex, on va faire apparaître ton bandeau et tu vas pouvoir nous donner ton explication. Je tape? Je t'en prie. Petite cote. Oui. Comme vous pouvez le voir sur ce magnifique bandeau qui s'affiche en bas de votre écran, je pense que les Lakers vont passer ce tour. J'ai mis 4-2. La cote est à 5,50. Alors c'est pas du tout la cote la plus probable. Y a plein de cotes plus probables. Sachez que les Warriors sont quand même favoris des bookmakers. Ils ont plusieurs cotes qui sont en dessous. La cote la plus probable, Bastien, c'est peut-être celle que tu as pris, hein, je sais pas. C'est 4-1 Warriors. C'est violent. Attends, répète. La cote la plus probable selon les bookmakers, c'est 4-1 Warriors.
Elle est à 4,50. Bon, ça va, elle est pas loin. La mienne, elle est à 5,50. Ouais, moi je pense que au niveau expérience, les Lakers sont là. Je pense, comme tu l'as dit, que même s'ils ont plein de côtés tactiques à mettre en place, Anthony Davis est un problème pour les Warriors. Tu as mis les Lakers dans ton bracket en finale de conf. J'ai mis les Lakers dans mon bracket en finale de conf et je suis quelqu'un de très têtu. 4-2, je pense qu'ils peuvent gagner une fois au Chase Center, les Lakers. Ils en sont capables. Leur défense sur demi-terrain, c'est une histoire de rythme après. LeBron, pour moi, ne peut que mieux jouer en attaque. Il peut que être meilleur en attaque, il a trop croqué n'importe comment. Il a pris un peu de haut, Memphis, hein. Je pense que Dillon Brooks l'a bien saoulé et tout. Je l'ai pas trouvé très focus en attaque, j'ai trouvé très focus dans le combat et en défense, mais en attaque, franchement, il a balancé des gros tirs de loin, il en a pas mis beaucoup et tout. Je pense qu'il peut mieux jouer et rappeler à tout le monde aussi, genre, ouais, je suis un problème en fait, moi. Je suis un problème à défendre, quoi, en fait. Donc Wiggins peut faire du gros boulot, évidemment, bien sûr. Curry va martyriser l'arrière-garde des Lakers, hein. Ça va pas être une série simple pour aucune des deux équipes. Je pense qu'on peut avoir pas mal de matchs serrés. Et dans les Money Time, en fait, les deux équipes auront des armes tellement différentes que ça va beaucoup jouer sur des lancers, des petits shoots qui rentrent ou qui rentrent pas, des petites choses et tout, tu vois. Moi, je mets Lakers, 4-2. La fin du règne des Warriors, hein, pas de LeBron. Pour Alex, puisque ce sont les Lakers qui vont aller en finale de conférence. Qu'est-ce que t'as, toi? Face à, on verra après. On verra plus tard. Warriors 4-3. Golden State, fidèle à mon bracket, va en finale de conférence. 4-3. Un Game 7 entre ces deux équipes, ça sera incroyable. Bien sûr. Bah, c'est la fête, hein, de toute façon. Allons-y. Golden State, avantage du terrain. On a très légèrement, mais alors limite trop légèrement, parler du gap de la bataille des coachs. Je pars avec Steve Kerr tous les jours sur une série en 7. Évidemment. Et alors Steve Kerr avec ses joueurs en forme, je pense que là on est devant quelque chose où la scène va être un petit peu trop brillante et compliquée pour Darvin Ham. Mais pas pour ses joueurs. Pas pour ses joueurs, mais... Enfin, pas tous en tout cas. En tout cas, je pense que Golden State a passé un obstacle qu'on n'arrête pas de sous-estimer là à Sacramento, mais en vrai, je pense qu'ils ont... Je dis pas qu'ils ont passé le plus dur, mais je pense que ça va leur faire du bien aussi d'avoir une match-up différente. Attention, j'ai mixé en 7, hein, donc c'est pas non plus la balade. Non, je suis d'accord. Hein. J'ai juste que, en termes de type de jeu, en termes de ce qu'ils doivent affronter, de rythme, de folie de jeu, là, les Lakers sont un petit peu plus dans leur style. Et donc, pour Los Angeles, j'ai plus de points d'interrogation. Austin Reeves peut-il dupliquer ça? D'Angelo Russell va-t-il se faire cibler? Est-ce qu'on peut faire confiance à Dennis Schroeder? Est-ce que Rui Hachimura peut nous dupliquer ça? C'est pas comme si Golden State me rassurait de fou. Hein. Golden State, ils nous ont montré aussi des grosses frayeurs. On a fait un apéro, ils étaient menés 2-0. Ils ont même été menés 3-2. Enfin, ils ont même... Pardon, il y a même eu un Game 6, ils sont revenus au Game 7, où moi j'avais les pétoches. Golden State, fou les pétoches. Je crois que cette équipe est consciente de ce qu'elle est capable de faire. Draymond, Clay, Steph, Steve Kerr, Wiggins, Looney sur une série en 7 avec la possibilité d'éliminer LeBron, avec la possibilité d'aller en finale de conférence. Ils sont en train de voir ce qui se passe avec les Suns où c'est en train de se blesser avec Chris Paul. Les Nuggets, si ça passe, on verra ce que ça donne. Franchement, je pense qu'à Golden State, là, ils ont passé l'obstacle Sacramento et ils se disent, si on fait ce travail-là, on peut vraiment envisager le back-to-back. Tu ne laisses pas à ces gars-là cette possibilité passer entre leurs mains. Donc je pense que ça va se jouer, comme tu l'as dit, sur des détails, Game 7, mais Steve Kerr plus des Hall of Famer et l'avantage du terrain, j'arrive pas à pronostiquer contre Golden State. Je comprends. Victoire 4-3. J'ai pris la grosse cote un peu là, moi. Hein. J'avoue, j'assume. C'est bien, t'as respecté ton bracket. Hein. Non, puis sur le premier tour, je pense que les Lakers ont montré que... ils ont été meilleurs que Golden State sur le premier tour. En fait, dans l'adversité, ils m'ont surpris. J'ai trouvé bon dans le combat. Hein. Tout à fait. Les Lakers, hein. Dans le combat, ils rigolent pas du tout. Ça va leur faire tout drôle aux Warriors. Tout à fait. Dites-nous, vous, ce que vous pensez de cette série, votre pronostic. Surtout, allez-y, balancez-le. Game 1 ce soir au Chase Center. Ensuite, on ira au Staples Center. Ça va être incroyable. Restez connectés. On vous fait plein de bisous. Et on se retrouve très vite pour débriefer ces incroyables séries de playoffs. Très bonne demi-finale à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao.